Par exemple, est-ce que moi, Salomé Sakié, il y a combien de fois je suis allée à l'hôpital, qu'est-ce que j'y ai fait, où est-ce qu'on peut retrouver ça dans ces données du Health Data Hub auxquelles ces entreprises privées ont accès, Simon? L'anonymisation pose toujours problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais véritablement une technologie qui permet à 100% d'anonymiser. L'enjeu majeur, c'est que ces technologies, en fait, c'est ce qu'on a montré dans le livre, elles ne viennent pas toutes seules. C'est pas l'innovation technologique toute seule, c'est le capitalisme. Donc en fait, ces technologies, on ne peut pas considérer qu'elles sont neutres a priori, puisqu'elles visent à un projet politique bien défini, qui est la privatisation des systèmes de soins. Il y a quelques années encore, votre dossier médical était un petit peu secret défense. Ça ne regardait personne, à part vous-même et votre médecin. Aujourd'hui, les temps ont changé et vos données de santé sont partagées avec les nouvelles technologies, et cette affirmation est plus vraie que jamais avec la pandémie. Consultation médicale, dossier numérique de santé, traçage épidémiologique, capteurs présents dans les objets connectés, voire applications pour nos smartphones qui suivent notre rythme biologique en temps réel, nos données de santé ne nous appartiennent plus puisqu'elles sont au cœur d'un juteux business. C'est le business des données médicales. Et le business des données médicales, justement, c'est le titre de ce livre dont j'accueille les co-auteurs Audrey Boulard et Simon Voilé. Bonjour. Bonjour. Alors, on a tous les trois travaillé ensemble au Vent se lève, donc je ne vais pas vous voyer par souci d'honnêteté avec notre audience. On se connaît, on a travaillé ensemble. Audrey Boulard, tu es diplômée de l'École normale supérieure, tu es consultante en stratégie éditoriale, et Simon Voilé, tu es professeur de philosophie et membre de l'Institut Rousseau. Tous les deux, vous venez de co-signer ce livre donc avec Eugène Favier-Baron, qui était lui aussi au Vent se lève, qui est encore lui aussi au Vent se lève. Donc le business de nos données médicales, enquête sur un scandale d'État aux éditions FIP. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nos données médicales, mais qui est-ce que ça peut bien intéresser, Audrey? Déjà, je pense qu'il faut expliquer un peu ce que sont les données médicales. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on parle de données médicales, qu'on parle justement des données qui sont recueillies par notre smartphone, le nombre de pas ou ce genre de choses. Alors qu'en réalité, il y a une définition qui est donnée par la CNIL. Donc la CNIL, c'est l'autorité chargée de veiller à la protection des données personnelles et qui définit les données médicales comme étant les données qui sont confidentielles sur votre état de santé, sur vos traitements ou si vous avez un handicap ou si vous avez des antécédents. En fait, cette définition, elle est importante parce qu'elle permet de comprendre qu'à la différence des États-Unis, en France, la conception qu'on a des données médicales, en réalité, elle n'est pas d'ordre économique ou personnel. Pourquoi elles ne sont pas personnelles ? En fait, elles sont aussi le produit aussi bien d'une institution finalement que des capteurs. C'est-à-dire qu'aussi bien c'est ce que effectivement un certain nombre de dispositifs de santé qui soient à l'intérieur de l'hôpital ou éventuellement ceux qui sont utilisés par le médecin avec les nouvelles technologies apportent. Mais c'est aussi d'abord et avant tout le système de soins en fait qui est producteur de données du point de vue de la CNIL. Donc c'est-à-dire qu'évidemment que ces données nous concernent, elles sont personnelles au sens où elles sont par rapport à nous, par rapport à notre santé, mais en fait, elles sont un enjeu institutionnel. Elles sont produites par les institutions de santé. Mais alors, elles appartiennent à qui ? Et justement, elles sont à la fois l'enjeu d'une définition institutionnelle, mais aussi, malgré tout, individuelle, parce qu'elles nous concernent directement aussi. En quoi est-ce que nos données de santé, ça peut intéresser le domaine privé ? Alors, le plan, d'abord large, en fait, c'est qu'on vit dans un système capitalistique numérique qui s'appelle l'ère du capitalisme de surveillance, pour reprendre, en fait, l'expression de Shoshana Zuboff, qui est la grande spécialiste de cette question. Ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, donc, c'est le fait que à chaque fois qu'on a, en quelque sorte, des données qui sont produites par les capteurs, soit de nos téléphones, soit par nos interactions avec des systèmes informatiques, avec des pages web, avec des applications, etc., ou des objets connectés. Donc ça, connectés. C'est notre navigation privée avec notre smartphone ou notre ordinateur. Ça n'a rien à voir avec notre médecin qu'on va voir. Là, c'est pas la même chose. En fait, si, justement, parce que dans le logiciel, en fait, de traitement, finalement, de production des ordonnances, ou par exemple chez les pharmaciens, il y avait les équipes de Cache Investigation avaient montré ça récemment, la plus grande multinationale, le plus grand data broker, le plus grand courtier de données de santé du monde, IQVIA, qui est au cœur du scandale du Health Data Hub dont on parlera après, fournissait les logiciels d'une majorité des officines pharmaceutiques. Et donc, aspirait de la donnée informatique, mais liée directement à la santé des patients par rapport aux prescriptions médicamenteuses, et les renvoyait, du coup, de manière centralisée, en échange d'un service gratuit, du coup, ou moins coûteux pour les pharmaciens, donc à ces banques de données centralisées privées. Et ce que montrait le Cache Investigation, c'est que les patients n'étaient pas au courant. Absolument. En fait, c'est toujours des nuances subtiles, c'est qu'il y a toujours cette logique de on met juridiquement au courant, on fait en sorte que formellement les gens soient au courant, sauf qu'en fait, c'est ce qu'avait montré Lise Lucet pendant 40 minutes, on voit que ça met des heures de lire les conditions générales d'utilisation pour être sûr d'avoir bien validé. Voilà. Donc les gens ne le savent pas. Donc les gens ne sont pas correctement informés.
Et alors, ces entreprises, comment elles font du profit à partir de ces données, par exemple, qui remontent là dans le cadre, par exemple, des pharmacies ? En fait, il y a de nombreux économistes en fait, qui qualifient les plateformes, que ce soit Amazon, Google, Facebook ou Microsoft, mais aussi les données de santé, c'est pareil, quand la numérisation en fait, intervient, on les appelle les plateformes bifaces ou multifaces. C'est-à-dire que toutes les données qu'elles peuvent aspirer sur un secteur, en particulier la santé, c'est quand même hyper stratégique, parce que ça dit plein de choses sur les comportements, non seulement de consommation, mais de vie, les modes de vie, ça dit quelque chose sur la personnalité de quelqu'un, sur ce qui fait pression sur son mode de vie, donc c'est très intime. Donc ce qui peut consommer. Et de manière générale, du coup, après, c'est pour ça qu'on parle de data brokers aussi, c'est qu'à la fois ça les sert pour conquérir des nouvelles parts de marché en profilant des segments de marché hyper précis, hyper individualisés sur ces secteurs-là, mais aussi ils peuvent les vendre en fait à d'autres secteurs complètement différents, parce que le recoupement de ces informations. Par exemple ? Ça peut être soit des secteurs plus généraux de l'assurance, mais ça peut même être des secteurs publicitaires, ça peut être très très varié. Par exemple, Doctolib récemment a été épinglé par la presse allemande parce qu'il aurait vendu mis à disposition une partie des données de ses clients pour Facebook, pour pouvoir faire de la recommandation publicitaire vers ses produits, donc vers son site internet et ses services. Donc on voit bien que en fait, les données de santé, elles concernent pour la sphère privée pas simplement le milieu médical et l'innovation médicale ou la croissance économique médicale, mais potentiellement la revente en général des données et le croisement de ces données pour faire des profils commerciaux, en fait, à partir de ces données. Alors justement, tu parles de Doctolib. Doctolib, c'est une application qu'on connaît tous, particulièrement pendant la pandémie. Beaucoup de personnes sont passées par Doctolib pour réserver des rendez-vous médicaux. Ça a divers aspects. Sur Doctolib, on peut également faire de la consultation vidéo, notamment pendant la pandémie. Encore une fois, ça a été très utilisé. Il y a 2,5 millions de Français qui ont fait de la consultation vidéo pendant la pandémie. Il y a un moment du livre qui m'a interpellée, c'est que vous faites, tous les deux, là, vous faites le lien entre Doctolib et Amazon. Quel est le lien entre Doctolib et Amazon ? Ça paraît quand même un petit peu étonnant. En réalité, donc, la plupart des experts sur les questions du numérique en santé et surtout des liens entre numérique en santé et souveraineté numérique, qui est un sujet qui est en train de monter justement, c'est typiquement la dénonciation du fait que plutôt que de choisir des acteurs français, du cloud, donc du stockage d'informations sur les territoires nationaux, on choisit systématiquement des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, et donc Doctolib a choisi Amazon Web Services, donc et les systèmes de cloud en fait de Amazon, plutôt qu'un acteur français pour des motifs de concurrence, de compétitivité et soi-disant, comme dirait le gouvernement, d'état de l'art technique. Alors en fait, ça pose tout un tas de problèmes, c'est que pour cet argument en fait de facilité finalement, derrière il y a un abandon tant par les pouvoirs publics que par les acteurs entre eux, industriels, du secteur national en fait numérique. Or, au fond, ce que pointe par exemple le collectif Interop, qui est à l'avant-garde de la question justement de la souveraineté des données de santé, ou bien l'Institut pour la souveraineté numérique ou l'Institut Rousseau, ces organismes pointent systématiquement qu'il y a un danger juridique en fait, au stockage des informations sensibles au niveau de cloud américain. Parce qu'il y a un risque d'exposition à ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Le fait que le droit américain, en fait, sur des entreprises soumises à sa juridiction, peut se transférer à l'étranger. Et donc peut potentiellement impliquer un transfert de données de citoyens français. On a vu que ça s'était passé notamment dans l'affaire Alstom avec Frédéric Pierucci, qui était présent dans une boucle mail d'un service américain, Google, et que c'est seulement pour c'est pas seulement, mais c'est pour ce motif, avec ce prétexte, qu'il s'est retrouvé embriqué dans une affaire de corruption qui était in fine une affaire géopolitique. Donc ce qu'on sait, c'est que déjà historiquement, nous avons des traces de l'application de cette extraterritorialité juridique. Et potentiellement, du coup, il y a une exposition de toute la population française. Donc toute la population, c'est y compris, potentiellement des ministres, enfin des personnalités publiques, c'est à la fois le citoyen lambda, qui supposément n'a rien à se reprocher, puis c'est les acteurs stratégiques de l'économie et de la politique. Donc ça concerne la sécurité nationale. Et il y a cet enjeu-là qui est pointé par les spécialistes. Un autre aspect de votre livre, enfin en tout cas un autre scandale, qui est peut-être le scandale qu'on découvre dans ce livre, c'est le scandale du Health Data Hub, dont vous aviez d'ailleurs déjà parlé sur Le Vent se lève. Autre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Health Data Hub déjà ? C'est un entrepôt de centralisation de l'ensemble des données de santé des citoyens. En France. Donc, ça recoupe toutes les données qui sont produites par les hôpitaux, par la médecine de ville, les pharmacies et la sécurité sociale. Et tout ça, c'est au même endroit. Et tout ça a été centralisé en 2019. C'est à l'issue de la mission de préfiguration sur l'IA menée en 2018 par Cédric Villani que le projet du Health Data Hub a vu le jour. Et donc, le Health Data Hub, c'est donc un projet de centralisation des données de santé. Ce concept d'entrepôt de données, il existait déjà. Il existait déjà à Paris, à la PHP, à Toulouse ou à Bordeaux. Et là, il a été décidé de centraliser donc toutes les données nationales, toutes les données qui étaient produites. Pourquoi ? Et ça, à des fins de recherche. Donc, des fins de recherche, c'est pour
permettre à des entreprises d'accéder à des gros lots de données pour entraîner leurs algorithmes à des fins d'intérêt public, pour développer, faire des recherches diverses. Ça peut sembler être une bonne idée, comme ça, a priori. Oui, ça pourrait sembler être une bonne idée. Le problème, il y a deux principaux problèmes qui sont que, premièrement, le motif pour pouvoir accéder à ces données, c'est un motif d'intérêt public. Ça veut dire que peuvent accéder à ces données des startups, des entreprises privées. Par exemple, il y a des projets qui sont menés par Roche. C'est quoi ? C'est une industrie pharmaceutique. D'accord. Voilà, par Roche ou Equivia, qui est le leader mondial des données de santé. Mais c'est parce qu'ils sont censés faire de la recherche pour l'intérêt public, et c'est pour ça qu'ils ont accès à ces données. Voilà, et normalement, toute la recherche doit être transparente. Il se trouve que quand on va sur le site du Health Data Hub, il y a très peu d'informations en réalité sur ce qu'ils font réellement sur ces données-là. Mais donc ils ont quoi en échange ? On leur dit, le gouvernement, c'est ça, qui leur dit, ok, vous pouvez accéder aux données de santé dans plein de domaines qui concernent tous les Français. En échange de quoi ? Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de contrepartie. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que, surtout parce que ces données, en fait, elles sont traitées. C'est pas des données. La donnée, elle n'est pas brute. En fait, elle est traitée par les médecins, par les hôpitaux. Et en fait, il y a aussi un enjeu qui est que finalement, avec sa centralisation des données de santé, on éloigne la donnée du véritable producteur. C'est-à-dire, ce sont les hôpitaux, en fait, normalement, qui devraient pouvoir faire des essais cliniques, ou en tout cas faire des essais sur ces données, et que en fait cette centralisation qui est forcée, les hôpitaux sont pas forcément d'accord avec le fait qu'on récupère en fait leur travail, parce que la donnée, une fois de plus, elle est traitée par des informaticiens en local. Mais par exemple, est-ce que moi, Salomé Sakié, il y a combien de fois je suis allée à l'hôpital, qu'est-ce que j'y ai fait, où est-ce qu'on peut retrouver ça dans ces données du Health Data Hub auxquelles ces entreprises privées ont accès, Simon ? Alors, en fait, notamment Interop, donc notamment les experts auxquels on se réfère et qui se sont adressés du coup directement à la représentation nationale, ils sont mentionnés dans le dernier rapport de l'Assemblée nationale qui s'appelle le rapport Latombe sur la souveraineté numérique, et ils ont apporté le point de vue critique qui a informé, on va dire, assez largement la presse et tout l'écosystème, on va dire, des spécialistes de l'informatique sur le Health Data Hub. Ils disent justement que oui, en fait, il peut y avoir, en gros, il y a toujours un problème quasi philosophique sur la pseudonymisation, l'anonymisation des données. C'est ça. Et donc, il y a en réalité la possibilité, par X facteur, il y a des chercheurs, je crois que c'est à King's College, on pourra vérifier, mais qui étaient notamment mentionnés aussi dans le cache investigation que tout le monde a pu voir, qui travaillent sur le fait qu'en réalité, l'anonymisation pose toujours problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais véritablement une technologie qui permet à 100% d'anonymiser. Alors, on va dire, grosso modo, ça peut paraître satisfaisant comme niveau d'anonymat, mais le problème, c'est surtout, en fait, l'utilisation de ces données. Qu'est-ce qui va en advenir ? Et ce qu'on peut dire, c'est que sur le point de l'influence américaine sur ces données, en fait, déjà, il y a ce risque, en fait, que Microsoft, par exemple, puisqu'ils détiennent, en fait, les clés de chiffrement, quoi qu'il arrive, pour faire du traitement, c'est ce que dit Interop, en fait, de ces informations, à un moment ou à un autre, au moment de la mise au format, il y a une sorte de moment où ils sont obligés de mettre ces données en clair, en quelque sorte, avant de pouvoir les mettre au format qui est demandé pour faire tel ou tel type de traitement. Et donc, potentiellement, Microsoft a aussi en fait les clés de chiffrement, alors que justement. Ça, c'est le deuxième scandale sur le Health Data Hub, qui est que sans marché public, sans commande publique, Microsoft a eu l'attribution de l'hébergement pour le Health Data Hub. Sans appel d'offres. Pourquoi on a donné ça à Microsoft, qui est une entreprise américaine, alors que ça concerne les données de santé des Français et qui a un enjeu évident de souveraineté ? Pourquoi avoir donné ça à Microsoft ? Ça, c'est une très bonne question que se posent aussi les acteurs du numérique français, je pense. La raison officielle, c'est qu'il fallait aller vite. Et que, pourquoi il fallait aller vite ? Pour avoir de la recherche, là, oui, rapidement ? pour être compétitif sur ce secteur. Et que seuls les acteurs américains avaient la capacité d'héberger les données de santé. Il y a peut-être une autre raison au fait que Microsoft ait reçu l'attribution de l'hébergement des données de santé. C'est que Agnès Buzyn a missionné l'adresse, à la tête de laquelle était Jean-Marc Aubert. Et il se trouvait que Jean-Marc Aubert, juste avant, il travaillait pour Equivia, qui a comme prestataire Microsoft. Et donc pour vous, il y a un conflit d'intérêts. Ça a été souligné par les observateurs, dans la presse, on pourra mettre l'article du Monde. Oui. D'autant que une fois que Jean-Marc Aubert a fini sa mission, il est retourné travailler à Equivia. Donc finalement, c'était un aller-retour express pour juste changer la loi. En tout cas, donner à Microsoft la possibilité d'avoir accès au... Il y a une présomption très forte, en tout cas, de conflit d'intérêts sur ce sujet.
Donc si on résume, on a voulu centraliser toutes les données de santé des Français. Oui. On a créé quelque chose qui s'appelle le Health Data Hub. On avait besoin d'un hébergeur, mais on n'était pas capable de le faire en France, donc on l'a donné aux Américains, notamment à Microsoft, qui du coup ont accès à l'ensemble, littéralement à l'ensemble des données de santé des Français. Là, avec en plus un possible conflit d'intérêts au milieu, on se rend compte que ça pose un problème de souveraineté. Et du coup, on est en train de se dire qu'il va vite falloir trouver une autre solution. C'est bien ça, si on résume Absolument. pour notre Oui, audience. Tout à fait. Et dont on peut même souligner que le rapport Latombe, donc sur la souveraineté numérique, j'invite les spectateurs et spectatrices à lire, qui a interrogé justement Interop, les lanceurs d'alerte sur le Health Data Hub, sur ces sujets, a pointé du doigt la responsabilité des responsables du Health Data Hub dans le fait d'avoir explicitement, ostensiblement, bafoué les règles de prudence à l'égard de la réversibilité de ces choix, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr en fait de pouvoir revenir en arrière. Alors, moi, je n'aurais pas l'expertise technique pour le dire, mais en tous les cas, il y a vraiment une inquiétude concernant effectivement cette possibilité. Si les gens qui nous regardent sont arrivés jusque-là, c'est qu'a priori le sujet les intéresse, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être forcément intéressées par cette question des données de santé. Ça a l'air très technique, tu as dit Audrey. Pourquoi est-ce que moi, citoyenne lambda, je devrais me sentir concernée par ces questions ultra techniques de souveraineté nationale ? Alors, du coup, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est l'avenir de la sécurité sociale à la française, en fait. L'enjeu majeur, c'est que ces technologies, en fait, c'est ce qu'on a montré dans le livre, elles ne viennent pas toutes seules. C'est pas l'innovation technologique toute seule, c'est le capitalisme et les intérêts économiques et le rapport, en fait, avec la prédation des systèmes de remboursement, en fait, des soins. Avec la naissance des États sociaux, il y a aussi la naissance de l'industrie pharmaceutique qui est corrélative, on l'a montré dans le début du livre. Et donc, du coup, les technologies de santé sont en quelque sorte le développement naturel de cette tentative que les innovations capitalistiques apportent de construire la prédation sur ces systèmes de redistribution sociale. Comment on retrouve en fait l'argent qu'on a socialisé au niveau de cette sphère privée. Et donc, ces technologies, d'une certaine manière, elles portent en elles le germe, puisque leurs commanditaires, les gens qui les développent, portent cette intention. Ça ne veut pas dire que l'outil technique en lui-même, il a une intention. C'est la personne qui commande la création de ces outils. Eh bien, ils ont l'intention derrière de privatiser les systèmes sociaux. Je donne un exemple, Amazon, quand bien même ils ont des difficultés à stabiliser leur modèle, parce qu'il y a une spécificité du système américain dont les remboursements sont très difficiles. Donc c'est dur de s'imposer comme nouvel acteur dans le domaine de l'assurance, mais Amazon a créé Haven, un groupe qui aspire à devenir assureur. Donc en fait, ces technologies, on ne peut pas considérer qu'elles sont neutres a priori, puisqu'elles visent à un projet politique bien défini, qui est la privatisation des systèmes de soins. Ça ne veut pas dire que toutes les technologies de l'intelligence artificielle appliquées à la santé ont vocation à ça, mais disons qu'il y a un intérêt à avoir pour ces questions, parce qu'il y a ce risque-là qui est porté par la GAFAmisation de nos données de santé. Et c'est ça, en fait, que vous dénoncez finalement dans cette enquête, dans ce livre, c'est la GAFAmisation. Il me semble que vous le dites comme ça, d'ailleurs, du système de santé. Très rapidement, en quelques mots, c'est quoi la GAFAmisation du système de santé et pourquoi c'est problématique ? Tout d'abord, c'est la dépendance de nos systèmes de santé, ou en tout cas à l'égard d'acteurs américains. Donc on l'a vu avec la question du Health Data Hub, avec Doctolib, où finalement les données sont hébergées par des acteurs américains. Dans le pire des cas, il pourrait se passer quoi ? Si les Américains décidaient de faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec nos données de santé, qu'est-ce qui pourrait se passer si on se laisse un petit peu aller à l'imagination ? Encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire que quand bien même on se dit qu'on est un citoyen lambda et qu'on n'a rien à se reprocher, soit déjà, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des assureurs qui, à terme, vont profiter en quelque sorte de ça. On sait déjà que les assureurs, c'est documenté. Dans le livre, on cite en 2015 un des spécialistes du sujet qui déclarait, donc, un spécialiste d'une association qui rassemble les professionnels de la cybersécurité, qui déclarait que dès 2015, beaucoup d'assureurs se portaient sur le marché noir informatique des données. Donc on dit le dark web, même si ça ne veut rien dire, c'est une convention pour parler du marché noir informatique des données. Donc, on pouvait acheter pour, je crois que c'était aux alentours de plus de 200 €, quelque chose comme ça, les dossiers médicaux. Alors que par comparaison, c'est à peu près 15 ou 20 € en 2015, à l'époque, les cartes de crédit piratées. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a un véritable intérêt au départ, y compris dans la sphère illégale, des assureurs pour ces informations. Donc déjà, il y a ce problème-là. Après, il y a le fait qu'on a vu dans l'actualité récente américaine, la justice américaine impose à Microsoft, et Microsoft s'en est plaint par les voix de ses représentants, ce qu'on appelle gag orders. Ça veut dire des ordres de mise au silence. On doit transférer des informations et la justice nous oblige à ne pas le dire. Et Microsoft commence à se plaindre en fait de cette situation, puisque eux-mêmes, pour eux, c'est pas bon pour le business. Mais en tous les cas, l'État américain fait respecter ses intérêts stratégiques et juridiques et fait primer ça sur la sécurité des données des individus. Donc qui nous dit que ça n'arrivera pas un jour et que ça n'est peut-être déjà pas arrivé sans qu'on le sache à des particuliers français? On n'en a aucune certitude et ça inquiète les spécialistes. Et c'est pour ça qu'il faut s'emparer démocratiquement de ces sujets pour valoriser le secteur français.
Mais donc l'enjeu de souveraineté, on comprend, il est majeur. C'est énorme en fait comme truc. Absolument. Comment réagissent les autorités françaises? Vous l'avez dit, là ils sont en train de revenir un petit peu sur le fait qu'ils ont confié ce SData Hub à Microsoft, en train de se dire c'était peut-être pas la meilleure des idées. Comment réagit le gouvernement? Est-ce que vous qui avez travaillé là pendant c'est quasiment 3 ans sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont réellement en train de prendre conscience de l'ampleur des problématiques que ça pourrait causer? Et si oui, qu'est-ce qu'ils font pour protéger les données des Français? Ce qui est incontestable, pour le coup, c'est que toute la communauté numérique continue de se plaindre, en fait, pour l'instant, en tout cas, l'absence de prise en compte suffisante de la part du gouvernement directement. Pourquoi? On a parlé un petit peu tout à l'heure de la question du label cloud de confiance. Alors, on attendait un cloud souverain. Au niveau européen, il y avait une tentative qui s'appelait Gaia X ou Gaia 10. Oui, pourquoi on ne peut pas faire ça au niveau français, mais pourquoi on ne le ferait pas au niveau européen? Typiquement, la solution Gaia 10 a découragé tout le monde, puisque pareil, en fait, les gouvernements ne voulaient pas, en quelque sorte, eux-mêmes investir dans quelque chose pour lequel on pense aux Pays-Bas, on pense à l'Allemagne. Ils ont des solutions qui viennent des GAFAM aussi directement. Il y a un véritable problème on pourrait dire, endémique, d'intoxication des politiques publiques européennes aux GAFAM. Et donc, c'est très rare de trouver des partenaires qui voudraient éventuellement construire une souveraineté bilatérale en Europe. Donc, on a déjà cet échec primitif en fait, d'un cloud souverain au niveau européen. Et les acteurs français, on a parmi les top 10 mondiaux, avec OVH par exemple, du cloud. Certes, ils ne sont peut-être pas au niveau de compétitivité des acteurs américains, mais ils se plaignent de ne pas avoir la commande publique qui a servi, par exemple, aux États-Unis à construire Amazon Web Services. Amazon a eu... C'est vrai que c'est aussi étonnant, on le comprend dans ce livre. Amazon, pour se développer, ce qu'on nous présente comme vraiment le self-made man, le garage Jeff Bezos, voilà, c'est vraiment, il s'est fait tout seul. En réalité, non. On comprend qu'en fait, ils ont reçu des aides publiques. Et si aujourd'hui Amazon domine le monde, aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont reçu des aides publiques. Et vous, ce que vous dénoncez, c'est qu'en France, on ne donne pas d'aide publique à ces entreprises du numérique qui pourraient gérer notamment nos données de santé. Pourquoi? Les deux difficultés qui se posent, en fait, c'est le manque de volonté politique est criant. C'est-à-dire que tous les acteurs du numérique majeurs font des tribunes dans la presse, dans Le Monde, dans les Échos, dans ce que vous voulez, pour dire leur mécontentement à l'égard de l'absence de soutien du gouvernement et le fait qu'on passe de cloud souverain à cloud de confiance et que du coup, on réintègre. Là, il y a encore récemment Atos qui a un partenariat avec Google. On a l'impression qu'on abandonne complètement la filière française au profit d'une hybridation dangereuse avec les Américains. Donc, un manque de volonté politique, ça a été pointé à plusieurs aspects. Et aussi le problème, en fait, d'un manque de volonté politique au niveau européen par rapport aux traités. Parce qu'il y a les traités concurrentiels, en fait, qui empêchent de soutenir comme on le voudrait directement, en fait, ce genre d'industrie. Et donc, plutôt que d'entrer dans un rapport de force en fait géopolitique avec l'Union européenne sur ces questions et de dire en fait ça marche pas. Soutenir notre industrie soutenir notre industrie et après quitte ensuite à avoir une logique de partenariat bilatéraux comme Airbus, on construit d'abord nous-mêmes notre force industrielle et ensuite on fait du partenariat, de la mise en commun. Mais pour l'instant tout le monde est pieds et poings liés et du coup les GAFAM profitent de cette situation ou d'ailleurs les acteurs chinois pour ne pas oublier cet aspect-là. Mais du coup on est effectivement pris en étau et nos géants français qui existent, qui sont très forts. On peut citer qu'il y a un concurrent, par exemple, à Amazon qui s'appelle Miracle, qui est valorisé de plusieurs milliards. Donc, on a des moyens en France. On a une communauté informatique extraordinaire et c'est un enjeu à la fois économique, démocratique, de faire respecter sa loi sur le cyberespace. C'est le rapport Longuet du Sénat qui définissait la souveraineté numérique comme d'abord la capacité à faire respecter sa propre loi sur le cyberespace pour un territoire, une nation. Et donc, tout ça, ces enjeux sont contenus dans la politisation qu'il faut que les journalistes, les médias, les citoyens construisent de ces sujets plutôt que de s'obséder sur des thématiques identitaires qui finalement gaspillent l'énergie. Face à ce que vous dénoncez, il y a beaucoup de gens, notamment parmi, quand on a été confronté à tous ceux qui ont refusé d'installer l'application Stop Covid, d'ailleurs, qui a été un véritable échec au début, avant qu'il y ait le pass sanitaire dessus. Personne ne voulait la télécharger, tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'on va faire un petit peu avec mes données de santé? Et beaucoup d'acteurs du débat public ont dit mais attendez, vous avez un smartphone, vous êtes tracé, vous donnez depuis le début toutes vos données sans vous poser une seule question à Google, Facebook et compagnie, et les GAFAM. Et là, quand c'est l'État, ça vous inquiète plus, alors que nous, on fait ça pour votre bien collectif. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont ce type de discours ? Pour le coup, moi, je recommande effectivement les analyses que la Quadrature du Net, à l'époque, et d'ailleurs, à Blas, vous aviez reçu sur ces sujets, préconisait et puis produisait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi un problème d'accoutumance à ce qu'on appelle le discours solutionniste. C'est-à-dire, un problème politique va se régler par définition, sans bavure, sans sacrifice de quoi que ce soit, par une solution technologique. Et ça, en réalité, c'est
un marqueur typique des nouveaux visages en fait du néolibéralisme. C'est-à-dire que souvent, le macronisme va faire appel en quelque sorte à la magie de la technologie en s'inspirant d'une idéologie américaine qu'on appelle l'État-plateforme, qui est aujourd'hui revendiquée explicitement par le gouvernement français et qui vient d'un éditorialiste américain qui s'appelle Tim O'Reilly, qui est très célèbre vraiment dans le milieu de la réflexion sur les politiques du numérique d'un point de vue très libéral, on peut dire. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a cette pensée que, par définition, en renforçant les outils en quelque sorte de contrôle démocratique, parce qu'on se dit que c'est de la contrainte douce, c'est pas de la contrainte violente, on va mieux gouverner en quelque sorte les populations qui, par définition, sont considérées comme des abrutis, des enfants, et en plus, la crise justifierait qu'on utilise de telles solutions. Et je crois qu'il y a un véritable danger intellectuel, théorique et politique à réduire les citoyens à ce qu'on appelle aux citoyens usagers. Maria Lauzen, qui est une chercheuse spécialiste de la question d'État-plateforme, dénonce cette dérive potentielle en fait du recours à ce terme de citoyen usager qui est contenu dans l'idée de réduire un service public en fait à une application de contrôle en fait. Toi aussi, Audrey, ça t'interpelle, cette question des citoyens usagers ? Ce qui est important dans le concept d'État-plateforme, c'est en fait, on a l'impression qu'il suffirait de transposer tout l'administratif sur le numérique pour fluidifier le fonctionnement, l'usage qu'on peut avoir en tant que... effectivement, donc usager des services publics, sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et notamment, en fait, c'est une décision politique parce que ça implique en fait un certain rapport à la puissance publique, ou en tout cas à la décision publique et à l'obtention du consentement démocratique, qui là est pas explicite. Et pour toi, il y a un danger je sais pas moi, de dérive autoritaire, par exemple ? Je sais pas si c'est un enjeu de dérive autoritaire sur l'État-plateforme. Je pense que, en fait, c'est plutôt une dérive technocratique, en fait, finalement, où on a plus de contrôle que même les principaux garants, justement, de notre système de santé, ce sont les hôpitaux, les médecins. Et en fait, toute cette technologie et toute cette numérisation qui implique des parcours de soins, des protocoles, finalement, dépossède la santé des principaux acteurs qui sont soit les médecins, soit les patients. Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Pour soutenir Blast, un petit like, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et même maintenant Twitch. Ça nous aide beaucoup. Notre équipe ne vit que des dons et des abonnements et autant vous dire qu'on est un petit peu fragile financièrement étant donné qu'on a commencé il y a peu. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.